réunion vise à circonscrire les limites du canton Kabalaï avec la sous-préfecture de Kim, préparer l'accueil des transhumants et la mise en place des stratégies efficaces afin de contrôler les couloirs de transhumance et les heures de stationnement. Il s'agit aussi d'assurer une gestion optimale de ces espaces pour prévenir les conflits et garantir la sécurité des transhumants et des populations locales. Désormais, chacun de vous doit rester sur son périmètre délimité par les autorités locales. Nous ne voulons plus jamais que ce genre de conflit surgisse entre vous. En ma qualité de sous-préfet, j'ai instruit le chef de village à transmettre mon message acquis de droit. Personne ne pourra plus franchir cet endroit jusqu'aux 3 mois, le temps que la récolte soit faite. Et il nous a garanti que la transhumance commencera après la récolte. Après ces interventions, la délégation s'est rendue sur les lieux situés à environ 3 km du village Mangou pour délimiter le passage du bétail. Là, les instructions fermes ont été données par le sous-préfet de l'Aïe rural, Ahmad Mahamoud Hamis, à tous ceux qui occupent le passage des animaux de quitter le lieu dans un bref délai. Lui, c'est Ndilbaï Arnaud, directeur de publication de l'hebdomadaire La Voix. C'est lui qui donne son aval pour tout type de sujet contenu dans chaque parution. À cause de ce rôle, son quotidien est rythmé par des menaces et intimidations. Il s'agissait d'une dame qui travaillait par exemple à la mairie centrale. Et donc, l'information concernait cette dame. Et donc, journalistiquement parlant, j'avais eu l'information et j'ai essayé de faire mon travail. J'ai publié l'information, mais après cela, c'est les agents de renseignement qui étaient allés à ma trousse et de manière privée jusqu'à mon domicile pour pouvoir me demander où est-ce que j'ai trouvé, par exemple, cette information. Moi, j'ai dit, le rôle du journaliste, c'est de ne pas dire, de ne pas, par exemple, dénoncer sa source. Malgré les textes existants, la protection des journalistes reste une question préoccupante. C'est nous qui calmons encore le jeu. Donc l'État nous considère et qu'il nous accorde la protection. C'est dans ce sens que l'UJT a introduit depuis 2 ans déjà une proposition de loi qui souffre dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Ça a commencé par le CNT et c'est en ce moment entre les mains de l'Assemblée nationale qui vient d'être installée. Qu'on nous adopte cette loi sur la protection et la sécurité des journalistes pour que tous les crimes commis contre les journalistes ne restent pas impunis. Le combat pour la liberté de la presse est loin d'être terminé. Des voix comme celle de Ndilbaï Arnaud continuent de souffrir sous silence, mais elles portent l'espoir d'un avenir où l'information circulera sans entrave. Dès qu'elle ressent des brûlures ou des crampes d'estomac, Nadilem Nerab Marie n'a qu'un seul réflexe, manger des pois de terre. La trentaine révolue souffre des gastriques depuis 10 ans. Pourtant, elle n'a découvert ce médicament il y a seulement 4 ans. Marie dit aller de mieux en mieux. Moi, j'ai l'habitude de manger très tôt le matin à jeun avant de prendre autre chose, comme du café ou soit un petit déjeuner. Et après avoir mangé, je prends un peu de l'eau dessus et ça me soulage. Vous savez que médicalement, il n'y a pas un traitement exact. C'est de respecter seulement ce qu'on nous demande. Pourtant, le médecin déconseille formellement cette démarche et insiste sur le suivi des traitements médicaux, même si le pois de terre apparaît comme un pansement gastrique face aux liaisons qui provoquent la remontée d'acide chez le patient. Bidons, ordures, peaux d'animaux. Le canal de Charimongo, autrefois vital pour le drainage, est aujourd'hui complètement obstrué. À l'approche de la saison des pluies, l'inquiétude monte. Les riverains pointent du doigt l'incivisme de certains habitants et appellent à des solutions urgentes. Le canal là, c'est au bord du goudron. Et ça fait que les ménages ne déposent que les ordures dans le canal. Or, le canal est fait pour canaliser les déchets liquides, c'est ça, non? Mais maintenant, on dépose les déchets solides. C'est ce qui empêche l'eau de couler. Il va falloir que chaque année, le gouvernement essaie de curer les caniveaux pour que l'eau draine à la saison pluvieuse.
Pour cela, il faut que l'État essaye, n'est-ce pas, de beaucoup sensibiliser. Et s'il y a des activités à mener, il faut qu'il y ait de suivi. Parce que, voyons, n'est-ce pas, l'autre, la canal de Charimongo, il n'y a pas carrément de suivi. Le chef de carré Oumar Dimé Koursa déplore lui aussi ses comportements irresponsables. Il interpelle les autorités municipales pour un nettoyage rapide. Ça demande pour couvrir. Donc, les saletés là, ça ne va pas aller dedans. Sinon, ils sont laissés ouverts comme ça là. Toujours il y a des ordures, saletés, tout et tout. Et les gens même, ils vont mettre dedans. Donc, le matin, quelqu'un qui ne va pas mettre, mais dans les soirées, les gens en train de dormir d'abord, les gens ils jettent quoi, les ordures. N'Djamena n'a pas encore enregistré ses premières pluies, chose qui ne tardera pas à venir. Le drame s'est noué ici. Et c'est Serge Derna, le beau-frère, qui fait partie des premiers à avoir découvert le corps sans vie de Madibé Clarisse. La jeune fille, âgée de 18 ans et enceinte, a été tuée dans la nuit du 30 avril. C'était hier que les agents ont venu faire le constat. Et premièrement, c'est le délégué. Après le délégué a fait l'appel au niveau du commissariat C9. Eux aussi ils sont venus. Et c'est moi-même qui les a aidés de prendre le corps pour déposer dans leur véhicule, puisqu'ils ont demandé l'Assemblée de prendre le corps. Et les gens ont refusé. Ils ont peur. Pas de temps pour le recueillement. La douleur est immense pour la famille, d'autant plus insupportable lorsque l'identité du présumé meurtrier a été révélée. Son petit ami, présenté comme l'auteur de la grossesse. Je suis vraiment abattue. Après ce qui est arrivé à ma petite fille, je n'ai pas la force. Je n'y peux rien. Je confie cette situation à vous les autorités, afin que justice soit faite. Si vous voulez les enfermer, les libérer ou les éliminer comme ils ont éliminé ma petite fille, c'est à vous de voir. Ils nous ont fait souffrir en tuant mon enfant. Ils n'ont rien donné comme dot de ma petite fille depuis lors de leur union. Vraiment que justice soit faite. La police a interpellé le principal suspect ainsi que son complice présumé. Le mobile exact de ce crime reste encore à établir. Durant 3 jours, les participants ont engagé des discussions approfondies et constructives sur les principes essentiels qui soutiennent toutes les opérations de paix, à savoir la discipline dans le professionnalisme, l'intégralité et le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Des principes appréciés par le commandant adjoint de la force mixte multinationale et qui exhortent les participants à être pleinement engagés. Notre mission au sein de la FMM est complexe et multiforme. Nous opérons dans un environnement difficile et hostile. Nous sommes sous une pression intense. La communauté internationale et les populations locales averties restent toutes oui sur nos activités. Dans un tel contexte, il s'agit d'obtenir des succès tactiques et opérationnels tout en respectant les principes fondamentaux et basiques du droit en général. Cette formation a réaffirmé que la conformité et la responsabilité sont des multiplicateurs des forces et renforcent la confiance ou encore l'efficacité de mission. Cette cérémonie a été l'occasion pour la CIST de rappeler au gouvernement ses engagements envers les travailleurs et de renouveler son appel à un dialogue social sincère et constructif pour le bien-être des travailleurs tchadiens. Le SG de la CIST a exprimé des préoccupations concernant la cherté des vies, les conditions de travail des enseignants et la nécessité d'une application intégrale du pacte social. Malgré la patience des travailleurs, malgré leur bonne foi, le gouvernement continue de fermer les yeux sur certains points. Malgré nos appels répétés, l'injustice persiste. Et les faits sont là, indiscutables. Cependant, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Siddiq Djoroman, appelle les travailleurs à rester sereins et promet des changements dans l'avenir.
Comme on le voit, des efforts sont faits malgré les moyens limités de l'État. Concernant les autres revendications, telles que le rappel des effets financiers liés aux avancements et reclassements, l'accuration des arriérés de salaire et des pensions, des retraites, le paiement des indemnités et des primes des enseignants, le paiement des arriérés de transport, elles trouvent leur solution dans l'application du pacte social. Cette commémoration a servi de plateforme pour exprimer les préoccupations des travailleurs et promouvoir des actions concrètes en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Bulldozers et agents municipaux ont dégagé plusieurs axes encombrés par des installations anarchiques. La délégation s'est ensuite rendue dans le 8e arrondissement pour évaluer le respect des consignes. Sur place, le constat est mitigé. De nombreux occupants n'ont pas libéré des espaces, malgré les mises en garde répétées. Là, on a donné les délais, ils sont restés là. Leurs activités vont bon train normal. Ils ont décidé de rester. Aujourd'hui, c'est l'État. Nous sommes venus voir, en tout cas, constater. Et on les a également fait savoir que les délais inspirés. S'ils ont décidé de défier l'État, nous aussi, on est là, on ne recule pas. Nous allons, dans les jours qui suivent, on ne va pas dire demain après-demain, mais nous allons venir arracher l'espace de l'État. Tout ce qui occupe illégalement, on va arracher ces espaces-là. Face au manque de coopération observé, M. Adoum Ali Adoum a prévenu que des interventions plus strictes pourraient être mises en œuvre dans les prochains jours. La machine bourdonne. Quelques minutes plus tard, le plâtre est retiré. Peu à peu, le pied du patient retrouve une forme normale. Dans ce centre situé au quartier Kabalaï, un homme redonne espoir aux enfants atteints de pied-bottes. C'est lui qui les remet sur pied. Il y a deux phases pour la prise en charge des enfants pieds-bots. La première phase, c'est la phase de plâtrage, où il faut faire des séries de plâtres renouvelables chaque une semaine. Après ces séries de plâtres, il y aura aussi la phase aussi pour le port des attelles. C'est-à-dire qu'il y a des chaussures spécialisées réalisées pour que ces enfants portent ces chaussures-là. Où l'enfant porte ces chaussures souvent pour les 3 premiers mois, c'est 23 heures sur 24 heures. Jusqu'à partir de 3 mois. Après là, l'enfant doit porter maintenant les chaussures. Souvent, c'est la nuit. Et pendant les siestes, jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans. Le pied-botte, une malformation congénitale qui touche de plus en plus d'enfants. Chaque jeudi, dès 8 h du matin, des dizaines de parents affluent avec leurs enfants. Ça va mieux. Son pied gauche s'est redressé et l'autre pied commence à se stabiliser peu à peu. Nous allons simplement lui donner des chaussures et tout ira bien. En moyenne, 52 enfants atteints de pied-bottes sont pris en charge chaque trimestre dans ce centre. Les 3 individus arrêtés sont les présumés bourreaux de Yellow Baïman, enlevés le 26 avril dans le quartier d'Ikab. Appréhendés par les forces de l'ordre, après 3 jours d'enquête, ils ont été présentés à la presse. La mère de la victime revient sur les faits qui ont conduit à l'enlèvement de son fils. Quelqu'un m'avait appelé pour situer là où se trouve mon enfant. Maintenant, j'ai appelé le numéro là. C'est mon garçon qui a répondu. Allô, maman, j'ai dit, Dorian, c'est toi? Il dit, oui. J'ai dit, tu es où? Il m'a dit, il a Docap 2. Et ils ont raccroché le téléphone. Après, j'ai insisté là. Ils n'ont pas pris l'appel. J'ai donné le numéro là à mon cousin. Le cousin a appelé. 4 fois, donc ils ont pris là. Ils ont commencé à parler en arabe. Et le cousin les a demandé, vous êtes chez le chef de quartier ou bien? Il dit, moi, Kalamana Bakana, chef de quartier. Donc, Shifta, on a demandé 15 millions et dans 3 jours, c'est un enfant. On ne peut pas faire du mal. Mais si dans 3 jours, vous ne donnez pas les 15 millions, on va tuer l'enfant et puis nous, on a mission, on va partir. D'une voix ferme, les autorités locales qualifient cet acte de commerce de la honte et appellent les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance dans l'exercice de leur mission pour déjouer ce genre de pratique. Ils sont 4 à recouvrir la liberté. Djaminda Grâce de Dieu, enlevée début février à Batnaï, et une femme enceinte, Souko kidnappée le 20 mars, et 2 frères Amadou et Adamou Saliou, enlevés à Faïtaïbou dans la nuit du 22 avril. L'opération de sauvetage s'est déroulée sur le sol camerounais à Djibao. Le préfet de Nanaï, Kalmaïbe, Maïromke, parle d'un jour spécial pour le Mayo Kibi West et salue la mobilisation des forces de l'ordre
et des comités de vigilance. Il précise que les ravisseurs pensaient être hors de portée jusqu'à l'intervention décisive des Mangalmi. Pour le délégué général du gouvernement, Abderrahmane Katab, cette libération est un soulagement. Il exhorte les familles à ne plus négocier avec les preneurs d'otages et à alerter aussitôt les autorités. Je ne sais pas ce qui va arriver, peut-être il va y avoir peut-être des futurs otages. D'être très 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 vigilant. Ne engagez pas de discussions avec les malfrats. Ne engagez pas de discussions avec les malfrats. Dès qu'il y a un enlèvement, il y a des autorités, le préfet est là, et nous avons toujours mis des mécanismes qui peuvent traquer ces malfrats. Et ces mécanismes jusqu'à là marchent, et j'espère que nous allons triompher grâce à lui. Mais cette victoire a un goût amer. Le jeune Albert, enlevé lui aussi à Batnaï, n'a pas survécu. Il a été assassiné par les ravisseurs. Renforcer les capacités des autorités coutumières sur les directives volontaires, définir clairement leur rôle dans la réforme foncière inclusive, présenter le projet, améliorer la gouvernance foncière locale au Tchad et instaurer un réseau de chefs champions des questions foncières. Autant d'objectifs au cœur de cet atelier. Le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles réaffirme à cette occasion son engagement pour une gouvernance foncière inclusive, concertée et transparente. Les emprises et surtout les empreintes du phénomène sur les terroirs villageois, le foncier agricole et sur les petits producteurs sont vérifiables sur le terrain. Il nous faut absolument trouver une solution véritable à ce phénomène préoccupant d'accaparement plus ou moins sauvage des terres. Le représentant du ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, quant à lui, souligne que les échanges issus de cet atelier permettront au gouvernement de franchir un pas décisif vers la concrétisation de ses engagements en matière foncière. Les interventions de ces projets sont essentiellement focalisées sur le renforcement des capacités des acteurs nationaux et locaux, y compris les femmes et les jeunes, à l'usage des directives volontaires, mais également sur l'apprentissage des leçons, le partage des connaissances, la documentation des bonnes pratiques sur les questions de transhumance, pastoralisme et gestion des conflits et enregistrement tirés des expériences d'autres pays africains. Ce projet, financé par l'agence néerlandaise, couvre la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2027. Il vise à améliorer la gouvernance foncière dans 2 zones pilotes, Limnia et N'Djamena. Les services compétents ont travaillé sans relâche pour finaliser les documents de voyage. Chaque passeport, chaque visa a été soigneusement imprimé, contrôlé et validé pour permettre aux pèlerins de partir sans tracas. Plus de 6500 documents sont désormais disponibles, rassure le chef de service informatique. On a eu à faire tout le travail. Les visas sont déjà prêts. Certains ont déjà livré aux agences de voyage. On a déjà donné les passeports à presque 60%. Les 40% qui restent, ça doit être ici la fin de la journée de demain. Pour beaucoup, le rêve devient réalité. Le 10 mai prochain, la première vague de pèlerins quittera N'Djamena à destination de l'Arabie Saoudite, prête à accomplir le rite du Hajj. Voilà, tous les monde sont prêts. Les premières équipes vont partir d'ici le 10 pour aller déjà accueillir les pèlerins sur place, sur le terrain. Et également, tous les membres, les staffs des bureaux que vous voyez à côté, sont tous là déjà à côté des membres de l'ORGEP que vous voyez. Ils sont en train de galvaniser toute l'équipe pour ce travail. Répartis en 19 groupes, les pèlerins suivent des sessions de formation sur les rites, les consignes de sécurité et les mesures sanitaires. Cette descente intervient après la mise en place d'un comité chargé de la gestion et de la distribution du gaz par quartier, une initiative visant à pallier la pénurie persistante dans la ville.
Sur le terrain, le maire, Dr Abdelmahmoud Adamiaya, a échangé avec les responsables des différents dépôts, les invitant à respecter la stratégie définie et surtout à appliquer les prix réglementés. La bouteille de 6 kg ne doit pas dépasser 2000 francs CFA. Depuis la mise en place du comité de gestion et de distribution, on reçoit à chaque fois 200 bonbons de gaz. C'est pendant du comité de distribution que on établit une liste de 200 personnes demandeurs et quand on reçoit les bouteilles, on procède à la distribution à raison d'une bouteille par personne. À l'issue de la tournée, le maire a dressé un bilan du travail effectué par le comité, soulignant les avancées notables tout en appelant à maintenir l'effort. On a pu distribuer ou disponibiliser 22 320 bouteilles qui correspondent à 22 320 ménages dans la ville d'Abidjan qui ont eu accès au gaz butane au prix fixé par l'État qui est de 2000 francs. Et la deuxième phase de distribution a commencé depuis 3 jours. Et d'ici fin de la semaine, on peut atteindre encore 2320 bouteilles, voire plus. Et au total, pendant les 2 semaines, plus de 50 000 ménages peuvent bénéficier avec les prix fixés par l'État qui est de 2000 francs CFA le gaz. À noter que d'autres points de vente seront bientôt ouverts dans tous les arrondissements de la ville pour répondre efficacement à la demande et mettre fin à la crise. L'entretien a duré une trentaine de minutes. Il a permis à l'ambassadeur sud-africain et au porte-parole du gouvernement d'évoquer plusieurs sujets, dont les besoins du ministère de la Communication et les perspectives du partenariat entre les deux pays. Nous avons évoqué la nécessité d'une collaboration étroite dans le domaine de la formation liée aux médias au Tchad. Le ministère a été invité à identifier les besoins réels en la matière. Nous allons entamer les démarches pour la mise en œuvre des recommandations formulées. Le diplomate sud-africain s'est dit satisfait de la qualité des échanges et a salué l'ouverture des autorités tchadiennes à une coopération plus dynamique. Sur le calendrier du déroulement des épreuves écrites du déroulement du baccalauréat, session 2025. Du 5 au 10 mai, épreuve d'éducation physique et sportive. Du 15 au 18 mai, épreuve pratique pour les séries techniques. Série G1 pour l'épreuve de bureautique et épreuve d'atelier pour les séries E. Le 2 au 8 juin, épreuve écrite pour toutes les séries. Et du 9 au 14 juin, correction de copies. Une nuit de plus, et cela fera 1 an qu'il porte ses cicatrices. Le 29 avril 2024, Hippolyte a été percuté par un groupe électrogène mal suspendu sur une grue. Depuis ce jour où sa vie a basculé, il a subi 3 interventions chirurgicales et en attend une 4e. Concernant cet accident de travail, le jeune homme reconnaît avoir été assisté au départ par son employeur. Quand on était au chantier, on m'a demandé d'aller faire l'installation du groupe électrogène, précisément le motopompe. On était parti et lorsque la machine voulait poser le groupe, c'est comme s'ils ont mal attaché le groupe et puis la machine a lâché le groupe. Donc du haut là, le groupe est venu percuter mon rein et puis j'étais tombé. Le même jour là, le même instant, ils m'ont pris pour m'amener aux urgences. Et puis quelques instants plus tard, je n'arrivais pas à faire les urines. Je leur ai dit que j'ai envie de faire pipi, mais ça ne passe pas. Entre 2022 et 2024, plus de 600 cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles ont été enregistrés selon la Caisse nationale des prévoyances sociales. 5 équipes féminines participent à ce championnat placé sous le signe de la paix, de la cohabitation et du brassage des jeunes filles du département. Dans le premier match, l'équipe CFAF s'est inclinée face à l'AS Petro Sport de Doba sur le score de 2-3. Les 2 entraîneurs restent positifs. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de déchets techniques. D'abord, pour donner les passes et l'emplacement du terrain, ça ne va pas. Et dans tout ça, on va aller revoir ça. L'équipe adverse n'est pas faible, l'équipe adverse a préparé aussi, mais nous, on est au-dessus de parce qu'on a travaillé beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, on a gagné quand même ce match.
Pour Dodorom Teblé Wolwai, président de la Ligue de la Pende, ce championnat vise à promouvoir l'épanouissement des jeunes filles, particulièrement dans le Logone oriental. Nous voulons promouvoir, perpétuer ce résultat. Et comme on le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc c'est pourquoi nous organisons ce championnat départemental de football de la Pende, qui est le bastion du Logone oriental en matière de football. Donc grande est notre joie de voir le public, de voir nos autorités à nos côtés pour assister à ce championnat et que d'autres personnes emboîteront le pas pour ne serait-ce que booster le football féminin dans le Logone oriental. Le délégué Nidigoto Sévérin a appelé joueuses et supporters à respecter les valeurs du football, amitié, collaboration, pardon, tolérance et santé. Il a mis en garde contre les comportements déviants qui pourraient ternir l'image du football féminin dans la région.